Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac et c'est en direct à 11h01 en ce jeudi 16 décembre. Noël approche, les fêtes de fin d'année approchent. Oui. On sent une petite magie qui s'empare de notre studio. Visiblement. Bonjour à tous. Et ce matin, nous n'avons pas le Père Noël, mais nous avons un peu la Mère Noël. C'est moi. Oh, la personne de Laura Lacampi est dans la place. Ça va, Laura? Ça va super, ça va bien. C'est un peu speed là. T'es en forme? Écoute, oui, mais à la fois en forme et fatiguée. Je sais pas comment expliquer cet état, mais parce que en fait, je me rends pas compte. Tout le monde parle de Noël. Effectivement, visiblement, c'est vendredi prochain. Et moi, j'ai plein de trucs à faire. Bah oui, de toute façon. Donc je vois pas que c'est Est-ce Noël. que tu m'as fait un cadeau? Mais c'est moi ton cadeau. Mais, tout à fait. Tu es notre cadeau une fois tous les 15 jours à tous les auditeurs de Radio Grand Lac que l'on salue, que l'on embrasse et que l'on estime. Et ce matin, donc, pour ta chronique 30 minutes à l'endroit, tu vas nous parler de quel sujet? Aujourd'hui, on va parler de la délinquance en col blanc. La délinquance en col blanc. Eh ben écoute, il est 11h02, nous sommes en direct, on a hâte de t'entendre. Merci. Nous sommes tout oui. Et donc, cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors oui, la délinquance en col blanc. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça? Parce qu'en fait, vous aurez constaté sans doute que cette fin d'année signe aussi beaucoup d'arrestations, de mises en examen, de condamnations. On a quand même des gens assez connus et surtout des gens en responsabilité qui se sont retrouvés dernièrement dans la spirale judiciaire. Ouh là là, ça fait peur. Ça fait peur, hein? En responsabilité. Tu parles comme notre Premier ministre, là. En responsabilité. En responsabilité, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la délinquance en col blanc? Ça n'a rien à voir avec les canards, tout de suite, je rassure ceux qui nous écoutent. Non, ce sont les cols verts. Voilà, mais bon, on sait jamais, hein, c'est sur un malentendu. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas de définition juridique de ce que c'est que la délinquance en col blanc. Ça a été inventé par un sociologue américain en 1939 qui s'appelait Edwin Sutherland. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre bon Edwin? Eh bien, il dit que la délinquance en col blanc, c'est un ensemble de délits qui est commis, l'ensemble de délits, par une personne respectable et de haut rang social dans le cadre de sa fonction. En fait, son objectif, c'était de mettre en lumière l'importance des délits qui sont commis par des élites et de dénoncer leur relative impunité. Tout est relatif, hein. Relative impunité, c'est le mot qu'il va falloir retenir ici. Un autre sociologue, par chez nous plutôt, Pierre Lacoume, a précisé que c'était des actes transgressifs qui étaient commis par des personnes qui exercent des responsabilités dirigeantes dans des entreprises, dans des organismes publics, des fraudes commises par des commerçants ou par des professions libérales. Alors, vous aurez compris qu'en fait, on est en train de parler non pas de tonton Marcel et tonton Gérard, mais de ceux qui... À qui on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, s'ils nous écoutent. De ceux qui, sont soit élus, députés, sénateurs, ministres, ont été ministres pendant leurs activités, ont peut-être éventuellement oublié de dire qu'ils avaient gagné des millions d'euros, par exemple. Hein, je dis ça au hasard. Et donc, du coup, effectivement, cette définition n'est pas une définition juridique, c'est une définition sociologique. De qui parle-t-on dans les élites principalement? C'est les politiciens, les chefs de grandes entreprises. Et je vais vous donner des exemples juste après. Et puis aussi, les personnalités publiques. Là, dernièrement, vous aurez entendu pas mal notamment de mises en examen. Donc, comme vous le savez, je suis une fervente défendresse de la présomption d'innocence. Et en tout cas, il est évident qu'on est abreuvé par nos autres confrères de médias nationaux des mises en examen de tout le monde, principalement des gens connus. Donc là, il vous aura pas échappé que des puissants, des gens qu'on estimait intouchables, et je pense par exemple à Patrick Poivre d'Arvor, à Nicolas Hulot, à Pierre Ménès, à des gens vraiment qui sont au départ, on imagine qu'ils sont intouchables, et finalement on se rend compte que la justice, en réalité, elle fait son boulot tout le temps, mais même si on n'en parle pas. Et la justice ne peut pas parler de tout ce qui se passe au quotidien. Parce que tous les jours, des gens passent en justice dans tous les tribunaux de France, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms. Et donc, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe tous les jours, sinon vous seriez gavés, en fait. En réalité, la délinquance en col blanc dont je parle,
principalement, je vais vous parler de finance parce que c'est surtout sur la finance. Mais j'ai fait cette parenthèse sur les personnalités parce que vous voyez bien, c'est pas parce qu'on gagne un prix Nobel ou parce qu'on a été élu ou parce qu'on a eu un jour un ministère que forcément on est intouchable. Au contraire, la loi existe et je vous donnerai tout à l'heure les différents établissements, les différents organismes et associations qui sont justement prévus, qui ont été prévus non seulement par l'État mais également par d'autres personnes, des citoyens, des professionnels, pour lutter contre la délinquance fiscale. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, les délits des cols blancs, c'est d'ordre financier. Pour rappel, la fraude fiscale en France en 2021 s'élève à 100 milliards d'euros. Ces 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros échappent toujours à l'État, selon le syndicat Solidaires Finances Publiques. Et donc, en 2020, l'État a récupéré 7,8 milliards d'euros grâce à ces différents contrôles contre la fraude fiscale. Mais 100 milliards, 7,8 milliards, on est encore un petit peu loin. Donc, bien sûr, quand on voit les données, quand on va sur le ministère de la Justice, on va pas avoir les condamnations et les peines d'emprisonnement des détenus par catégorie socio-professionnelle. C'est quand même assez rare. Bien sûr. D'ailleurs, les gens en col blanc qui sont en prison, il y en a. Je vais vous expliquer pourquoi il y en a et pourquoi il y en a pas autant que des gens lambda. En fait, il y en a, mais ils sont principalement et très souvent, ils sont placés à l'isolement. C'est-à-dire qu'on va pas les mélanger avec le reste des détenus, notamment parce que des fois, c'est des gens qui sont du ressort de la prison. Donc, par exemple, un maire, par exemple, un conseiller municipal, par exemple, un avocat, par exemple, un médecin. Potentiellement, les gens qui sont dans la prison l'ont connu. Et en fait, on peut pas les vraiment mélanger parce que, non pas parce que c'est des meilleurs ou c'est des plus prisonniers, mais parce que ça peut s'avérer dangereux. Des fois, il y a des règlements de compte et quand on n'est pas du tout allé en prison de sa vie, on imagine que c'est comme dans les séries télé. Et un jour, ce serait sympa que je vous parle en long, en large et en travers de ce qui se passe vraiment derrière les barreaux. J'en ai déjà un petit peu parlé dans notre émission. Savoir si la prison était le Club Med. Mais c'est intéressant de se dire que effectivement, ces gens qui sont des délinquants en col blanc, eh bien, ne sont pas forcément mélangés avec le reste de la population carcérale. Alors, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment ? On a eu récemment un ancien chef d'État condamné dans l'affaire des comptes de campagne. C'est pas le premier, c'est pas du tout le premier. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y a eu notamment Jacques Chirac. Il y a eu aussi Édouard Balladur, par exemple. Tous ces gens. Il n'était pas chef d'État. Il n'était pas chef d'État. Chef de gouvernement. L'autre chef d'État qui a été inquiété, c'était Jacques Chirac. Et donc du coup, c'est pas le premier sur la Ve République, mais enfin, c'est quand même intéressant de s'en rendre compte que finalement, la justice touche tout le monde. Je répète, en subliminal, au cas où. Voilà. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur. Et ça, petite ironie de ma part, parce qu'un ministre de l'Intérieur, normalement, c'est le premier flic de France, c'est ce qu'on dit. Et bon, là, on se réjouit jamais du malheur des gens. Mais enfin, quand même, là, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Claude Guéant ? Pourquoi il s'est retrouvé derrière les barreaux ? Parce que là, il est en prison depuis lundi, à la santé. Eh bien, parce qu'il n'a pas remboursé les sommes auxquelles il a été condamné par la justice. Donc, en fait, pour aller en prison quand t'es un col blanc, il faut ne pas respecter ta décision de justice, ne pas payer ton amende qui généralement s'élève à des millions d'euros. Voilà pourquoi ils vont pas en prison. En fait, eux, on tape au porte-monnaie. Parce que une des raisons pour lesquelles les gens sont placés en détention, la plupart du temps, c'est bien sûr la gravité de leur acte. 2, c'est prévu par la loi. 3, ils n'ont pas de garantie de représentation suffisamment solide pour représentation. Ça veut dire, on veut être sûr qu'ils accomplissent leur peine, on veut être sûr qu'ils réparent la faute qu'ils ont commise à la société. Les gens qui sont des délinquants en col blanc ont des responsabilités, ont de l'argent la plupart du temps, ils sont quand même bien fortunés, donc on tape au porte-monnaie. Si ça répond pas, on retape au porte-monnaie, si ça répond toujours pas, on va les chercher. Bon, voilà, tout à fait. Voilà. Et donc on part du principe que ces gens qui ont fait la plupart du temps l'ENA, des grandes écoles, qui sont des grands chefs d'entreprise ou des hommes politiques, des gens érudits, des édiles. On estime que ces gens-là, ils sont quand même en mesure de comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. En droit commun, on va d'abord mettre du sursis à quelqu'un, sauf si la première infraction que vous commettez, c'est de tuer quelqu'un. A priori, pour un délit de droit commun, vous allez d'abord prendre une peine de sursis.
on commence toujours par une peine de, entre guillemets, dissuasion. Une peine de... T'as compris maintenant ? D'ailleurs, je vous ai fait une émission sur le sursis, c'est pas rien. Oui, exactement. Pour que vous compreniez bien que c'est bien dissuasif. Or là, c'est visiblement pas suffisamment dissuasif. Alors, qui sont ces gens qui vont en prison ? Donc, Claude Guéant, je vous l'ai dit. François Fillon n'est pas allé en prison. Patrick Balkany est allé en prison. Jérôme Cahuzac est allé en prison. Georges Tron, DSK, alors qu'il était présumé innocent. DSK, il n'a pas été jugé coupable. Bien sûr. Ni par personne d'ailleurs. Ni aux États-Unis, ni en France. Donc, effectivement, la détention provisoire de DSK et les images de DSK, donc Dominique Strauss-Kahn, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité depuis ces 20 dernières années, c'était quelqu'un qui était potentiellement le futur candidat aux élections présidentielle de 2012 et devant le scandale politico sexo on ne sait pas quoi, mœurs en tout cas médiatique aux États-Unis, on l'a vu menotté, on l'a vu arrêté à New York, et c'est vrai que tout ça a conduit, en fait tous ces événements ont conduit à d'autres événements, donc l'avènement notamment la défaite de Nicolas Sarkozy, l'élection de François Hollande, derrière l'arrivée d'un certain Emmanuel Macron à l'économie dans le gouvernement de François Hollande, derrière l'arrivée d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée en 2017. Donc vous voyez, la justice, c'est utile, hein. Parce que finalement, en regardant bien tout ce qui se passe, eh bien, l'échiquier politique peut évoluer. Alors, les puissants, c'est aussi des personnalités publiques. Je vous le disais tout à l'heure, PPDA, Nicolas Hulot. Là, on a eu notamment un Jean-Luc Lahaye en détention. On a eu d'autres personnes, comme par exemple, il me semble, alors non, lui, il a été placé en détention. Non, il a été placé en contrôle judiciaire. Le nageur, qui a été récemment. Alors, oui, c'est lui, mais comme on essaye de. Tu vois, on essaye. Et d'autres personnalités, d'autres acteurs, etc. Donc voilà, vous avez quand même de quoi faire. Alors, je te coupe une minute dans ton raisonnement qui est très bon. Un candidat à la présidentielle a dit ce week-end que s'il était élu, la moindre parole donnée par une femme permettrait de mettre en examen l'homme. C'est impossible. La présomption d'innocence, on fait quoi? Elle en a pris un coup. On l'enterre, on lui fait un petit caveau. Parce que c'est un col blanc. Comment est-ce qu'on peut sortir une telle ânerie? Mais on est en période électorale. Toutes les conneries, la farandole de conneries, c'est ouvert là. C'est l'autoroute de la connerie. On peut tout dire, tout ce qu'on veut. Allez hop là. Mais bien si, moi, président de la République, tous les gens mettront des bonnets rouges le lundi. Allez. Fais peut-être un petit aparté là pour dire que c'est pas possible. C'est pas parce que sur une simple parole qu'on peut mettre quelqu'un en prison. On peut pas mettre quelqu'un en prison sur une simple parole. Bien sûr qu'il y a des enquêtes, bien sûr qu'il y a la police, bien sûr qu'il y a des juges, et tout ça, c'est important d'en parler parce que les magistrats sont en tout cas des gens indépendants, et c'est très important de rappeler que la justice fait son travail, que la justice actuellement est dans la rue. Je tiens à dire et à souligner que par manque de moyens, on dit souvent que la justice est soit laxiste, soit trop lente. Si elle l'est, c'est par manque de moyens. Fin de la parenthèse. En tout cas, on peut voir donc une sorte actuellement de remise à l'heure des pendules. Et bien sûr, ça n'aura échappé à personne sur les réseaux sociaux. Le commentaire le plus lu, le plus développé, c'est « Ah bah, il était temps !» Oui, enfin, exactement, voilà. Ils vont en prison aussi comme nous. A priori, tu vas pas en prison, normalement. Mais effectivement. C'est tonton Roger qui dit ça, non? C'est très souvent tonton Roger, ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses. Une justice pour les puissants, une justice pour les non-puissants. Or, c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Déjà vu ça, selon que vous soyez puissant ou misérable. Tout à fait, c'est de La Fontaine, comme d'habitude. La Fontaine. Et justement, en plus, j'avais vraiment très envie tout le temps de parler de La Fontaine dans mes chroniques, mais des fois je me retiens parce que je me dis personne connaît La Fontaine à part nous. Donc comment faire? Et donc je vais vous raconter tout ça. Vous savez quand? Après la pause musicale. Oh là, le suspense. Vous allez voir, la pause musicale, elle est tellement adaptée au sujet, c'est impressionnant. Eh bien écoutez, ne nous quittez pas, restez bien en direct, même nos animateurs bénévoles comme Hugo qui nous écoute en ce moment, vous ne quittez pas, vous restez bien sur Radio Grand Lac 92. radiograndlac.com, et on arrive dans quelques petites minutes. À tout de suite. Des rives du lac du Bourget au casino, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.
30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Les 30 minutes sont déjà bien entamées, mais nous sommes toujours avec notre Laura Campisano du petit reporter qui a encore plein de choses à dire. Et donc, c'est parti pour cette superbe chronique écoutée, attendue. Et on a hâte de connaître la suite sur les cols blancs. En plus, je suis super énervée par le sujet, donc j'ai tout le temps envie d'en raconter plein. Alors en fait, voilà, je vous parlais de la justice, ce sentiment de justice à deux vitesses. Avec lui, il y a une idée aussi très douteuse qui est manipulée là, c'est que les juges sont copains avec les hommes politiques et c'est pour ça qu'ils vont pas en prison. Ça aussi c'est un truc de tonton Jean Roger clairement. Gérard, tu crois que c'est Gérard je sais pas, mais en tout cas c'est un des deux. Ouais, de toute façon ils sont tous pareils, ils sont tous copains. Le problème c'est tous pareils, tous pourris. Résultat, à la fin, les gens ne vont plus voter. Exactement. Et en fait, le problème est là. Parce que, à force de ne pas respecter, tout est lié, hein. Nous avons un peu moins de 36 000 communes en France maintenant, mais sur les 36 000 maires, il y en a quelques petites centaines qui ont eu des ennuis avec eux. Ouais. Il y en a beaucoup dans le Nord d'ailleurs. Et donc, ils sont tous pourris, non? Non, en fait, on peut pas résumer les déviances de quelques-uns en disant voilà, ces quelques-uns représentent l'ensemble des élus. C'est pas possible. Donc forcément, ce sentiment-là de justice à deux vitesses va avec le fait que on pense que les gens, que les juges sont copains avec les hommes politiques. On pense qu'il y a un sentiment d'impunité. On dit la plupart du temps, et d'ailleurs régulièrement, et je recevrai bientôt, et j'espère qu'il m'écoute, le directeur départemental de la police de la Savoie que j'ai rencontré et à qui je lui disais, je pense qu'il faut qu'on fasse un sujet sur que fait la police, parce qu'à chaque fois on dit, quand on se fait arrêter, le réflexe c'est moi vous m'arrêtez, pendant ce temps-là les autres vous les arrêtez pas, allez voir plutôt ce qui se passe à tel endroit. Mais en fait ça n'a rien à voir. Donc il faut arrêter de faire ça tout le temps parce que ça devient assez fatigant. Et sachant qu'en plus le fait de ne pas de penser que tout le monde est pourri, au final ça fait que plus personne ne va voter, ça fait que des gens avec lesquels on n'est absolument pas d'accord finissent par avoir le pouvoir. Donc ça, faut faire quand même très attention avec les raccourcis. Donc ça peut arriver bien sûr que le juge connaisse ou ait eu à connaître une des parties qu'il a à juger. Dans ces cas-là, il change, on change de juge ou on change de lieu pour éviter les conflits d'intérêts. Et parce que il faut pas croire qu'il n'y a que les petites gens, que le peuple qui est jugé. Tout le monde est jugé. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui la justice est beaucoup plus médiatisée. C'est-à-dire qu'avant, la délinquance en col blanc était restée confidentielle, on va dire. Pendant plusieurs années, on passait plutôt devant le délégué du procureur, ou on passait, on va dire, à l'écart du reste des jugements, pour une raison simple. C'est que des fois, c'est par exemple une non-déclaration de TVA qui porte sur des milliers d'euros, mais qui n'a pas d'incidence sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise, par exemple. Exactement. Et que du coup, la réputation, la probité, la renommée d'une certaine entreprise, et donc les emplois qui vont avec, parce que tout est lié. Mais vraiment, quand je le dis, tout est lié. Je n'exagère vraiment pas du tout. Donc on faisait en sorte que ça ne fasse pas trop de bruit, pour que ça ne touche pas trop aussi les salariés, les emplois, la prospérité d'une entreprise. Une erreur, ça arrive. 2 erreurs, moyen bof. 3 erreurs, voilà. Le chef d'entreprise a une responsabilité qui est quand même assez lourde, pesant sur ses épaules. Donc, il y a des entreprises qui sont régulièrement condamnées, notamment en droit de la construction. Et donc, du coup, si à chaque fois qu'une entreprise est condamnée, on en parle, à un moment, cette entreprise va finir par splitter et ne pourra plus travailler. Et donc, du coup, derrière, il y a du chômage. Beaucoup de conséquences. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas condamner, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir, je dis que simplement, la raison pour laquelle jusqu'à maintenant ça n'était pas aussi su et que jusqu'à maintenant on n'allait pas autant en prison l'école blanc que l'école classique ou l'école jaune ou l'école bleue, c'est qu'en fait il y avait toute une donnée économique derrière. Oui, il y a aussi la politique, bien sûr. Alors, je le disais, ces délinquants-là, la plupart du temps ont de hautes responsabilités et gèrent des flux d'argent. D'ailleurs, la plupart du temps leurs affaires c'est lié à l'argent.
C'est lié à une campagne électorale que tu as financée avec l'argent d'ailleurs. C'est lié à l'argent que tu as distribué alors qu'en fait tu n'avais pas du tout le droit de taper dans la caisse. C'est lié à plein de choses de ce genre. À un président d'association, de club sportif. Il y en a eu plein mis en examen pour ces raisons-là. Et d'autres qui sont mis en examen mais où la magie, la présomption d'innocence, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction sont tous les trois respectés. Incroyable, le trio gagnant. Alors, il y a aussi, bien sûr, mais ça j'en parlerai un autre jour, les grosses histoires de harcèlement, d'agression sexuelle, etc., qui aussi entrent en ligne de compte. Donc là, on n'est plus sur le problème fiscal et financier, qui est quand même la problématique de l'émission d'aujourd'hui. Donc, on remarque aussi, par exemple, sur les gens qui ont été mis en prison, il y a eu Carlos Ghosn. Oui, l'ex-PDG de Renault, Mitsubishi, Nissan, qui avait été caché dans une... Oui, c'était rocambolesque, c'était très épique. Lui, il était suspecté d'avoir dissimulé 38 millions d'euros de revenus au fisc japonais. On n'est pas sur la délinquance classique, on est sur la délinquance extraordinaire. Plus il y a d'argent, plus c'est extraordinaire. Et plus les gens, derrière leur poste de télévision, ou derrière leur poste internet, derrière leur ordinateur, se disent non mais franchement plus t'as de thunes et pire c'est quoi. Voilà. Et en fait là sur ça je rejoins. Par contre dire que la justice ne fait pas son travail, je rejoins moins. Forcément quand nos confrères de Libération j'ai lu un peu les articles Check News, tu sais, c'est les gens qui font du debunking, c'est-à-dire ils vont prendre les fake news. Sans pas toi savoyard. Ouais, c'est ça. Ils prennent les fake news et puis ils disent mais c'est pas vrai, Vadjeu. Et du coup ils changent ils expliquent la vraie version. Tu vois, c'est ça le debunking. D'accord. Eux ils ont fait ça, ils ont souligné. Donc c'est un article de 2018 que les données disponibles à propos des infractions de délinquance économique et financière peuvent concerner tout le monde en fait. Il y a vraiment pas de détails sur le site du ministère de la Justice. Alors, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les solutions ? Eh bien, on a un parquet national financier qui a été créé en 2013, justement après l'affaire Cahuzac. On a aussi l'association Anticor. On a également l'agence financière anticorruption, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il y a quand même des choses qui sont mises en place pour lutter contre la fraude fiscale. Il y a même actuellement un projet de loi qui a été qui est pendant pour lutter. Donc c'est proposition de loi qui émane d'un député qui s'appelle Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, qui est une proposition de loi visant à renforcer la lutte anticorruption. Donc on a des dispositifs, mais c'est jamais suffisant. Je vous ai dit tout à l'heure, 7,8 milliards, on a récupéré sur 100 milliards de fraude d'argent qui se promènent on ne sait pas où, dans les paradis fiscaux. Ils sont. Quand je fais ça avec mes mains, j'ai l'impression ça me fait penser à Marine Le Pen quand elle faisait. Ils sont là dans nos campagnes. Et en fait, c'est exactement ça. Où est cet argent ? Eh bien, on ne sait pas, là, quelque part, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. On ne sait pas où. Et comme Marine Le Pen, je vais faire du flou. Voilà, c'est flou. On ne sait pas où, parce que même l'État ne sait pas où est l'argent. Par contre, ceux qui l'ont caché le savent. Les îles Caïmans, Dubaï, je ne sais. Les paradis fiscaux. Que sais-je ? Voilà. L'association Anticor a eu beaucoup de problèmes aussi. Et je vais quand même en dire deux mots. L'association Anticor, elle a été fondée en 2002 par l'ancien juge Éric Alphen. Ça dit certainement quelque chose de... Ça nous parle le nom. Voilà, ça parle. Donc, bien sûr que son agrément a été renouvelé. Normalement, c'est le ministre de la Justice qui renouvelle cet agrément. Puis finalement là, il y a une problématique parce que Anticor s'est saisi d'un sujet où le ministre de la Justice actuel, alors qu'il était avocat, a eu maille à partir et il est aussi présumé innocent, c'est pas parce qu'il est ministre qu'il l'est pas, avec Anticor. Et du coup là, c'est prévu par la Constitution, quand il y a un conflit ou un risque de conflit d'intérêts, c'est le Premier ministre qui s'en charge. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Le Premier ministre a donc renouvelé cet agrément. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Eh bien, c'est une association qui lutte contre la corruption et qui, grâce à cet agrément, eh bien, peut se constituer partie civile lors d'un procès de fraude fiscale, etc. Et donc, peut saisir le procureur de la République, le parquet national financier, d'affaires qui lui semblent soupçonneuses.
d'argent éventuellement détourné ou là il y a un truc qui va pas là. Il y a peut-être de l'argent qui manque dans cette déclaration de patrimoine. Ne faudrait-il pas aller voir, monsieur le procureur ? Sauf que rappelez-vous, le procureur de la République, il représente l'État, d'accord ? Oui, il représente la société. Le ministère public. Le ministère public représente la société. Donc, son patron, en gros, je schématise beaucoup, au-dessus, c'est le ministère de la Justice. C'est le garde des Sceaux. Donc, il ne peut pas, lui, instruire des affaires qui sont complexes ou dans lesquelles on pourrait dire, bah voilà, il y a une problématique de conflit d'intérêts. Le procureur, il saurait pas où se mettre, il saurait pas comment se positionner. Pour éviter tout ça, bah forcément, la partie civile, la constitution de partie civile permet aussi de passer outre tout ça. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Oui. Mes chers amis. Tout ça pour vous dire quoi ? Ben, en fait, l'objectif de tous ces dispositifs, c'est de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et les représentants politiques et administratifs. Dans Anticorps, il y a des citoyens, il y a des élus, ils ne reçoivent aucune subvention publique, bien évidemment, et ils sont déjà sur 115 procédures en cours. L'objectif de tout ça, c'est de vous montrer, chers auditeurs, que la justice fait son boulot à la vitesse qui est possible et avec les moyens qui lui sont alloués. Actuellement, je vous le disais tout à l'heure, la justice est dans la rue. Je pense que ça vous aura pas échappé. Magistrats, avocats, greffiers, personnel de justice, tout le monde est dehors en disant, suite au suicide d'une jeune juge des Hauts-de-France de 29 ans. C'est pas simple à dire, une jeune juge. Hein. Très dur à dire. Pourtant, il y en a beaucoup des jeunes juges qui réalisent que entre ce qu'on leur apprend à l'école et ce qu'ils ont comme matériaux au moment où ils arrivent en poste est complètement comment dire, pas contradictoire, mais il y a un fossé. En fait, la problématique de tout ça, c'est que croire que la justice ne punit que les petits, en fait, c'est une croyance qui fait du mal à la justice. C'est une simplification extrême. Mais bien sûr, c'est un raccourci parce que il y a des gens qui vont en prison. C'est pas des exceptions, c'est simplement que tous les cas ne sont pas médiatisés. Il y a je vais vous donner le chiffre. Hein. En 2016, il y a eu 524 condamnations pour fraude fiscale en France. 21% ont eu de la prison ferme. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà quasiment la même chose que 32% pour l'ensemble des contentieux de toute la France. Donc on n'est pas sur 0-100. Bien sûr qu'il y a du boulot encore. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Mais je pense, la justice fait à peu près ce qu'elle peut. Bien entendu, quand on commet une infraction, l'objectif c'est quand même d'être puni, mais d'être puni à la hauteur de l'infraction qu'on a commise. Et je fais une aparté sur ce qu'a dit un candidat à l'élection présidentielle, oui. Parce que j'ai eu un petit message tout à l'heure qui me disait non, c'est pas ce qui a été dit, on corrige. C'est pas ça, c'est de dire que s'il y a une affaire en cours, s'il est inquiété par une affaire, il ne peut pas, il est mis de côté et il pourrait pas être soit dans un gouvernement, soit être candidat. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que le problème, c'est que vous reconstaterez, et je vous l'ai fait l'émission il y a 15 jours, que la personne même qui parle a elle-même un casier judiciaire, que sur l'ensemble, alors bien sûr, pas grave, hein, oui, bien sûr. Voilà, mais personne n'est né en toute impunité. C'est quand même incroyable de pouvoir lancer des phrases comme ça, lancer des idées comme ça, alors que soi-même, on n'est pas tout à fait blanc-blanc. Donc il faut aussi être capable de dire, l'erreur est humaine. Oui, peut-être que quand on aspire aux plus grandes fonctions de l'État, il vaut mieux pas avoir de casier judiciaire. Là, je suis d'accord. Par contre, comment faire aujourd'hui pour mettre toutes les personnes qui fraudent en détention, construire de nouvelles prisons éventuellement ? Oui. Je ne sais pas, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle. Non. Hélas. Je pense que je ne serais pas du tout élue si c'était le cas. Donc voilà. Donc c'était vraiment l'objectif de cette émission, c'était de vous expliquer que la délinquance en col blanc existe, oui, et elle est punie aussi. Merci, cher maître. Merci, Laura. Alors écoute, il faut quand même que je te lise avant qu'on ne se quitte. Tu es un fan absolu. Le prénom c'est Hugo, le nom commence par M. J'ai peur. Qui dit 30 minutes à l'endroit, c'est exceptionnel. Je suis fan de l'émission et avant que l'émission existe, j'étais déjà fan de la personne. Tu te rends compte ? Non mais ça va pas bien. Hein. La différence entre elle et moi, c'est qu'elle a fait 10 ans de droit et moi, je fais 10 ans de travers. Mais c'est bien de le reconnaître. Bravo. Ça, c'est un aveu et c'est formidable de le dire en direct à la radio. C'est un signe d'intelligence en tout cas. Merci à Hugo Magnien, bien sûr, notre animateur de l'heure du kiff, qui nous a fait une très belle émission
hier soir qu'on a hâte de retrouver le 5 janvier avec tous ces chroniqueurs. Alors moi, par contre, vous allez pas me retrouver le 5 janvier, je pense. C'est quand, toi? Ah, on me retrouve même avant, moi? Ah mon Dieu. Ah bon? Mais attendez, écoutez, il y a Sandra qui est en train de nous faire des signes. Vacances. Viens Sandra, je reste viens là. dire un petit mot. Oui, mais Laura, tu vas revenir avant, toi, parce qu'on va s'arranger. Je pense que tu vas démarrer le 6 janvier. Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément. Ah ouais, donc je reviens le 6 janvier alors. Tu reviens le 6 janvier. Eh ben écoutez, je reviens le 6 janvier, les amis. Elle n'était pas au courant, voilà, mais elle adore. c'est la bonne nouvelle de Écoutez, la journée. c'est comme ça que ça se passe chez nous. J'espère qu'il y aura d'autres scandales et d'autres problèmes d'ici là que je puisse régler. Je Non, je pense plaisante, qu'on en aura d'autres. je déconne. Je veux pas qu'il y ait d'autres problèmes. Mais en tout cas, je vous remercie. Je profite fin d'année pour vous remercier de cette de votre fidélité et d'avoir été là au rendez-vous durant toutes ces émissions. Merci beaucoup. Merci Sandra et Jean-Pierre. Merci Laura, et puis on te souhaite un bon Noël, on te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On va essayer. Et puis pour tous nos auditeurs qui t'ont écouté ce matin, on leur donne rendez-vous dans une demi-heure pour l'émission avec un grand L de Radio Grand Lac, Demandez le programme, présenté par Sandra et Christine. Et ce matin, elles vont encore mettre en lumière, elles vont encore mettre en avant ce midi, des commerçants aixois, puisque nous sommes partenaires avec la Fédération des commerçants et artisans aixois. Et donc, elles ont adapté un petit peu leur programme. Demander leur programme de l'émission à quelques jours de Noël pour mettre en lumière, pour mettre en valeur les commerçants aixois. Et puis ce soir à 19h30, n'oubliez pas, sportez-vous bien. L'émission magique. L'émission Sport Passion avec l'aide du Crédit Mutuel. Donc présentée par Damien et puis Aurélie Joly. Surtout. Et demain soir, une heure et demie exceptionnelle de jazz de grande qualité, un grand hommage à Miles Davis. Ah super. With the accent please, avec notre ami Christian. Et puis son collègue jazzistique, comme il le dit, voilà, un des très grands connaisseurs de jazz qui sont là. Puis permettez-moi de dire un petit mot pour dimanche matin, une émission exceptionnelle de l'accordéon, c'est ma passion, de 10h à 11h30 avec en direct mon parrain Fabrice Peluso qui sera là. On va parler de son dernier album qui vient de sortir. Merci Laura. Merci et merci à ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Je sais que j'ai reçu plein de messages et notamment d'Alessandro qui m'écoutait en direct depuis le début, avant l'émission. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis encore un grand merci à Hugo pour tout ce qu'il fait et pour son message très très sympa. Allez, on y va, on poursuit. Bonne journée. À bientôt Laura, et on continue avec la playlist avant de se retrouver vers 12h05 après le flash info de Maxime qui vient d'arriver dans nos studios. Et bien donc juste après nous aurons demandé le programme. Bonne journée à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, la radio autrement, cette radio que vous aimez et on l'aime avec vous. À bientôt. Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.